Radio sans chaîne, web radio jeunesse, donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour à toutes et à tous, on est là pour le vincianisme numéro 10 et je voulais vous parler d'un grand monsieur qui écrit, il s'appelle Paulo Freire, il écrit La pédagogie des opprimés aux éditions Agone, collection Contrefeu. Dans ce vincianisme numéro 10, je vais vous présenter un livre qui m'a énormément influencé, comme je viens de le dire, La pédagogie des opprimés. Et à la régie, nous sommes accompagnés par Jean-Luc Ardite et comme présentateur animateur, c'est un grand mot là, Vinci Fasciani. Dans le quatrième de couverture de La pédagogie des opprimés, publié en 2021 par les éditions Agone, on trouve: si l'éducateur est celui qui sait, si les élèves sont ceux qui ignorent, il incombe au premier de donner, de remettre, d'apporter, de transmettre comme un dépôt son savoir au second. Il n'est donc pas étonnant que dans cette vision bancaire de l'éducation, les élèves soient vus comme des êtres d'adaptation, d'ajustement. Et plus ils s'emploient à archiver les dépôts qui leur sont versés, moins ils développent en eux la conscience critique qui leur permettrait de s'insérer dans le monde en transformateur de celui-ci. Un sujet, en somme, et pas un objet. Dans la mesure où cette vision bancaire de l'éducation annule ou minimise le pouvoir créateur des élèves, qu'elle stimule leur naïveté et non leur esprit critique, elle satisfait les intérêts des oppresseurs. Pour eux, il n'est pas fondamental de mettre à nu le monde ni de le transformer. Surtout pas. En introduction de ce livre se trouve la très intéressante préface d'Irene Pereira. Elle est professeure de philosophie, chercheuse en philosophie et sociologie à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. C'est vraiment une belle préface qu'on voit, c'est quelqu'un qui connaît l'auteur, notre Paulo Freire. Lui, il est mort en fait en 1997. On parle bien donc le pédagogue brésilien Paulo Freire. Je répète parce qu'on l'a tellement oublié, cette personne qui est quand même une grande influence aussi dans l'alphabétisation des adultes, etc. Dans les pays de langue ibérique et anglaise, il est l'un des penseurs les plus influents du monde intellectuel, mais en France, et en Suisse aussi, dans l'ère francophone en général, son œuvre reste vraiment méconnue, confinée un peu à la période des années 60-70. Encore tout dernièrement, le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, maintenant il n'est plus là heureusement, a multiplié les attaques contre l'école, faisant de l'héritage de Paulo Freire l'une de ses cibles privilégiées. C'est le comble. C'est pourquoi il importe de revenir sur ses travaux, faisant la part belle au développement de l'esprit critique. Donc, Paulo Freire doit sa renommée internationale dans un premier temps à sa méthode d'alphabétisation des adultes. D'abord au Brésil, avant le coup d'État de 1964, puis dans le reste du monde, après l'exil forcé de son concepteur. C'est en 1968 qu'il rédige son ouvrage le plus célèbre, donc La pédagogie des opprimés, qui fut traduit et publié en France par les éditions Maspero en 1974. L'œuvre du pédagogue brésilien se situe à la croisière du marxisme et de la philosophie existentialiste. L'éducation n'a pas seulement pour fonction d'apprendre à lire des mots et à faire des calculs, mais à lire le monde de manière critique. Il s'agit d'un processus de conscientisation qui doit permettre aux opprimés de transformer la réalité sociale. Expérimentée dans différents pays, comme au Chili ou en Guinée-Bissau, la méthode d'alphabétisation de Paulo Freire est reconnue par l'UNESCO. Et quand même, cela lui vaut de se voir décerner en 1986 le prix de l'UNESCO pour la paix. Dans l'ère francophone, la carrière de Paulo Freire semble s'arrêter là.
Il est une référence de l'alphabétisation des adultes et de l'éducation populaire. Il est présenté comme une sorte d'héritier de l'éducation nouvelle en Amérique latine. D'ailleurs, nous, à Radio Sans Chaîne, on est proche de cette éducation populaire et c'est ce qu'on essaye de faire. Des fois maladroitement et des fois brillamment. Ces ouvrages de pédagogie rappellent en premier lieu sa critique de la pédagogie transmissive, qu'il appelle pédagogie bancaire, comme on a dit avant, opposée à un apprentissage basé sur le dialogue. Un de ses tout derniers ouvrages s'intitule Pédagogie de l'autonomie, aux éditions RS en 2013, publié au Brésil en 1996. Mais si ce petit opuscule synthétise la pensée de Paulo Freire, il ne permet pas de comprendre l'influence mondiale que possède encore sa pensée, y compris dans les milieux universitaires. Pour cela, il est nécessaire de sortir Paulo Freire de son confinement des années 60-70. Vous avez compris, je suis passionné des pédagogies libertaires, celles qui gardent la curiosité des enfants jusqu'à leur âge adulte et plus. Et alors, je ne savais plus quoi faire parce que j'aurais pu faire une émission de 2-3 heures, alors ça ne se fait pas, quand même, je ne veux pas abuser de vous. Et alors, j'ai tiré l'essentiel suivant d'un site que je vous conseille, il s'appelle Ritimo, qui est vraiment bien conçu, et donc on le trouve sur www.ritimo.org. Voilà, www.ritimo.org. Alors, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde, et c'est évidemment une citation de Paulo Freire. Voici un résumé. Selon Paulo Freire, l'éducation doit permettre aux classes dominées d'acquérir des savoirs émancipateurs pour changer leurs conditions de vie. Toute sa vie, il a ainsi participé à construire une éducation populaire libératrice, réunissant des éducateurs apprenants et des apprenants éducateurs, qui dialoguent ensemble pour développer de nouveaux savoirs critiques et se conscientiser les uns et les unes et les autres. Cette pédagogie des opprimés a pour objectif de lutter à la fois contre les inégalités et transformer la société pour, évidemment, un monde quand même meilleur. Voici en bref les concepts principaux. D'abord, évidemment, contre la pédagogie bancaire, pratique éducative où l'éducateur est le sujet et l'élève est traité comme un objet, une boîte à remplir de connaissances, une machine à programmer. Pour le dialogue, donc ça c'est son côté pour, donc selon Freire, une pédagogie libératrice se fonde au contraire sur des relations dialogiques de coopération entre des éducateurs apprenants et des apprenants éducateurs, se considérant tous les deux comme des sujets égaux pour construire une conscience commune et une co-émancipation. La conscientisation, bien sûr, vise à rendre conscient des raisons de l'oppression et de son caractère structurel et systémique. C'est la rencontre des savoirs théoriques et savoirs pratiques issus de l'expérience personnelle de l'oppression, la vraie expérience humaine de l'oppression. Et ça, je vous assure, ça sort très fort quand on commence à en parler. Pour une pratique aussi, évidemment, réfléchir et agir en même temps. Et formuler des théories à partir de l'expérimentation pratique, à partir des luttes et de nos conditions d'oppression, mettre en pratique et expérimenter les théories en même temps qu'on les construit, s'oppose au verbalisme, qui est toujours le réfléchir sans agir, très très fort dans les temps qui courent, et l'activisme, action pour l'action sans réflexion, ça va pas. Donc, et après, c'est un concept très important, celui-là, c'est utiliser les situations critiques. Limite plutôt. Pardon pour Matou, j'ai pas pris mon Ricola aujourd'hui. Bon, les espaces ou les événements de crise dans l'existence qui nécessitent d'être résolus et dépassés. Ça peut être même une expérience traumatique, c'est le point de départ d'une enquête, et c'est ça la pédagogie, une enquête qui tente d'en comprendre tous les aspects et aussi d'agir pour les résoudre. Et là, il y a vraiment
un site excellent que je vous conseille. Je vais le dire lentement si vous voulez prendre des notes, mais sinon on le mettra sur le site. Alors c'est https://enquêtecritique-tout-attaché.org. Alors voilà, quelques pistes pour l'action qui ont pu être discutées un peu partout dans le monde. 1. Les éducateurs et les éducatrices devraient enquêter aussi sur leur position dans la société, sur leurs pratiques éducatives. On ne peut pas changer l'éducation sans changer la recherche, mais on ne peut pas changer la recherche sans changer la société. Une éducation populaire et émancipatrice devrait associer en permanence l'enquête à la pratique et l'action à la réflexion. Une pédagogie et une recherche émancipatrice devraient lutter contre le fatalisme, favoriser l'espoir, la curiosité, l'imagination d'autres possibles. Les opprimés, femmes et hommes, libèrent en devenant sujets de leur propre histoire. En construisant leur propre pensée critique et leur propre stratégie d'émancipation à l'intérieur même des luttes sociales. Et un autre point, peut-être le dernier, c'est juste pour faire le tour rapidement, la révolution est elle-même un acte d'enquête et de pédagogie. Selon Paulo Freire, elle devrait se faire à travers un dialogue entre leaders et masses opprimées. Mais il nous semble que les leaders reproduisent des hiérarchies dont on devrait aussi se débarrasser. Ce dialogue peut avoir lieu entre exploités, dominés et opprimés. Tout est écrit sur mon texte en langage inclusif, mais je ne peux pas le dire en oral. Il s'agirait de devenir collectivement nos propres stratégies. Paulo Freire est un éducateur clairement révolutionnaire. Il est né au Brésil en 1921 dans une famille de classe moyenne qui découvre la précarité à travers la crise des années 1930. Dès la sortie de l'enfance, il ressent un sentiment de révolte face à la pauvreté et l'analphabétisme qui frappe les classes ouvrières. Alors, attendez, je tourne la page correcte. C'est où 5. Maintenant, je fais la 6 quand même, ça suit. Adulte, il développe une méthode d'alphabétisation qui devient célèbre dans tout le pays. Il se voit chargé de mettre en place une campagne nationale d'alphabétisation. Celle-ci doit rapidement s'arrêter lorsque l'armée brésilienne, formée aux méthodes françaises de contre-insurrection, prend le pouvoir en 1964. Le pouvoir militaire d'extrême droite entre en guerre contre les classes populaires et mène la chasse à tous ceux qu'il considère comme subversifs. Paulo Freire est évidemment arrêté, emprisonné, interrogé, vous savez qu'est-ce que ça veut dire au Brésil, et expulsé donc du Brésil. Pendant son exil, il organise des campagnes d'alphabétisation dans plusieurs pays. C'est en 1968, au Chili, qu'il écrit La pédagogie des opprimés dont on parle dans cette émission. De 1970 à 1980, il vit en Suisse, ça, et peu de gens le savent, et parcourt le monde. Son travail influence de nombreux mouvements sociaux. Il entame aussi une campagne d'alphabétisation en Guinée-Bissau en 1975 et publie un livre à partir de cette pratique. Paulo Freire est de retour au Brésil en 1980 et reçoit la charge du secrétariat de l'éducation de la ville de Sao Paulo en 1989. Il tente de développer une gestion démocratique des écoles basée sur un principe de coéducation entre famille et enseignants. C'est une chose que je n'ai pas encore évoquée. Tout au long des années 1980-1990, il continue à transmettre à travers le monde et publie une trentaine d'ouvrages dont la plupart ne sont pas publiés en français. Bon, je crois que vous avez compris, La pédagogie des opprimés est un livre fondateur de toutes les pédagogies critiques aussi, donc on peut s'intéresser à d'autres et surtout pour les enseignants qui puissent s'inspirer pour les pratiquer un petit peu malgré les programmes contraignants des écoles, et pas seulement les écoles, aussi dans la rue, là où on peut, quoi. Et alors donc, dès sa publication en 1969 aux États-Unis, puis l'année suivante dans de nombreuses autres langues, l'ouvrage il circule intensément dans le monde. Il paraît en France, donc, comme on a déjà dit, en 1974 aux éditions Maspero, suivi de Conscientisation et Révolution, un autre texte de Paulo Freire.
L'influence de l'éducateur en France, comme je l'ai déjà dit précédemment, restera limitée principalement à cet ouvrage et décline à partir des années 80. Face à la montée en puissance du néolibéralisme et du néoconservatisme dans l'université au sommet de la société française, les outils conçus par Paulo Freire continuent d'exister principalement dans les pratiques de militants, des pédagogies critiques et du syndicalisme révolutionnaire. Le livre connaît un second souffle en accompagnant depuis les années 1990 la construction d'un mouvement international de pédagogie critique et émancipatrice. Cette dernière prend forme dans le mouvement des Sans Terre au Brésil, dans les expériences éducatives des zapatistes au Chiapas au Mexique, dans les écoles autogérées d'Argentine ou à travers des pratiques d'auto-organisation communautaire dans les quartiers pauvres des États-Unis, etc., etc. Le livre influence aussi l'émergence de pédagogie interculturelle, décoloniale, queer. Alors je vais quand même expliquer le terme queer parce que je crois que c'est important, c'est des nouveaux termes. Alors le terme queer désigne les personnes dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. C'est un peu une définition simple mais assez claire quand même. Après, il y a évidemment aussi l'émergence de ce qu'on appelle les pédagogies intersectionnelles. Et l'intersectionnalité est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, donc qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination dans une société. Ils auraient pu faire plus simple et avec ce mot barbare et dire simplement quand on subit plusieurs discriminations ou exclusions dans le monde dont on vit. Donc ce dernier aspect est mis en évidence surtout dans la première partie du XXIe siècle, effectivement. Et ces mots viennent peu à peu à nourrir la réflexion politique, mais des fois à la décervellisation des gens qui les répètent sans les comprendre. La charge révolutionnaire de ce livre est aussi perçue du côté des classes dominantes. À partir de 2010, il est interdit dans les écoles publiques d'Arizona et devient notamment la cible de la nouvelle extrême droite brésilienne. Mais ça continue. Et cette dernière diffuse le slogan « Basta de Paulo Freire », « Basta de Paulo Freire », avec carrément des manifs des dominants sur les dominés. Et dans des manifestations aussi contre Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, c'était en 2015. Elle est née à Belo Horizonte et c'est une économiste et femme d'État brésilienne, présidente de la République fédérative du Brésil de 2011 à 2016 et qui était évidemment favorable à Paulo Freire. Cette haine de Paulo Freire et des pédagogies critiques arrive au sommet de l'État brésilien à travers le gouvernement Bolsonaro en 2019. La pédagogie des opprimés reste l'un des ouvrages les plus cités au monde dans le domaine des sciences sociales. C'est le troisième selon une étude réalisée en 2016. Il constitue une malle à outils fondatrice pour des pratiques d'éducation populaire émancipatrice et de recherche-action coopérative, une vraie pédagogie populaire. Je vous conseille vraiment de lire ce livre publié en 2021, c'est environ 250 pages par les éditions Agone. Il est traduit évidemment du portugais brésilien par Mélène Queiroz et Élodie Dupont, avec la magnifique préface citée déjà au début de cette émission d'Irène Pereira. Voici un peu la fin de notre émission sur Radio Sans-Chaîne en direct, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. À la régie, bien sûr, Jean-Luc Ardite et votre présentateur, Vinci Fasciani. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.